Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le 16e épisode d'Otalecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment. Et cette fois-ci, je vous propose un épisode spécial casé. Vous allez voir, il y a du lourd au programme. Et bref, sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro pour découvrir tout ça ensemble. Comme d'hab, je vous expose tout d'abord le plan tout en vous partageant le timecode pour aller directement au manga qui vous intéresse, mais aussi pour vous éviter le moindre spoil. On va dans un premier temps commencer par aborder Hell's Paradise, puisqu'il s'agit de la découverte de cet épisode. On poursuivra avec le second opus de Jagan, puis on finira en beauté avec le 7ème tome de la perle The Promised Neverland. Commençons donc par Hell's Paradise. Hell's Paradise est donc un manga de type shonen écrit et dessiné par Kaku Yuji. Il est actuellement prépublié sur le site Shonen Jump Plus des éditions Shueisha, chez qui 5 volumes sont déjà parus. En France, le premier tome est disponible depuis le 13 mars chez les éditions Kazé. Voici un synopsis. L'histoire se déroule au 11e siècle au Japon d'Edo. Gabimaru, dit le Néant, le plus célèbre et puissant des shinobi, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie, car son entraînement surhumain lui permet de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat, dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses derniers retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité, mais seul problème, tous ceux qui se sont rendus sur cette île sont revenus découpés en morceaux. Comme très souvent quand Kazé nous propose une nouveauté dans le genre, ça fait très souvent mouche. Il s'agit d'une série que j'attendais avec impatience, puisque je l'avais flairé il y a un petit moment déjà. J'avais juste survolé le premier chapitre et direct j'avais eu un petit feeling. Je vous dis pas que quand Kazé a annoncé la licence, j'étais plus que jamais impatient de découvrir la suite, et surtout de me faire un premier avis concret. Et du coup, Hell's Paradise, ça vaut quoi? Eh bien franchement, j'ai surkiffé ce premier tome. Un tome qui réunit pas mal d'ingrédients intéressants et présente donc son univers de manière efficace. Je pense notamment au personnage, principalement le héros de l'histoire nommé Gabimaru. Un protagoniste qui ressort clairement du lot et qui brise de nombreux codes puisque l'on est loin d'un héros typique de Neketsu qui souhaite devenir le meilleur dans son domaine afin d'atteindre son but et tout le tralala. Non, lui il nous est présenté comme étant déjà le shinobi le plus fort du monde, mais là où cela devient encore plus intéressant, c'est qu'il semble être une véritable coquille vide en fait. Le type est assez instable psychologiquement parlant, on sent qu'il a un lourd passé derrière lui et notamment beaucoup de sang sur les mains. Il a assassiné tellement de gens qu'il en arrive à se demander pourquoi c'est le seul à être gracié en fait. Il se demande pourquoi il arrive à tuer les autres, mais de son côté, personne parvient à mettre fin à ses jours. L'auteur nous propose donc un personnage principal totalement déboussolé, pris de remords, mais malgré tous ses efforts, il ne peut se mentir à lui-même. Il y a bien une chose qui le rattache encore à la vie et qui explique pourquoi il survit à tout, que ce soit des méthodes d'exécution différentes, l'écartèlement, l'immolation, la décapitation et j'en passe, aucune ne parvient à prendre sa vie. Je vous laisse le soin de découvrir cela, mais en tout cas la raison derrière ce mystère est aussi liée au but de Gabimaru, qui va finalement être gracié afin de se rendre sur l'île de Sukavati pour y trouver le fameux élixir d'immortalité mentionné dans mon résumé. Si Gabimaru est un héros assez complexe et plutôt atypique pour ce genre de shonen, les autres personnages n'en demeurent pas moins charmants. Chacun d'eux dégage une certaine prestance, une certaine classe. Non mais regardez-moi ces chara-design, le style de Yuji Kaku est un pur régal pour les yeux. Ses traits sont vraiment élégants et nous proposent une certaine mesure avec les monstruosités dessinées avec une sacrée finesse, ce qui rend à mes yeux certaines pages beaucoup plus impactantes. Au niveau de l'univers, vous l'avez compris, c'est assez sobre avec un petit côté Japon féodal qui nous permet de voyager, que ce soit la beauté des kimonos, des fleurs de sakura, du Japon des anciens temps, ce qui rend l'univers toujours plus classe. D'autant plus que pas mal de mystères sont introduits, et j'ai notamment envie d'en apprendre davantage sur la fameuse île de Sukavati, qui semble nous réserver bien des surprises plus que jamais terrifiantes où chacun des personnages se révèle être dangereux et surtout pas à l'abri d'une possible mort prématurée, c'est ça qui est cool aussi. En tout cas pour le moment, Hell's Paradise m'a totalement captivé, totalement conquis avec ce premier tome. C'est angoissant, intriguant, l'univers me parle énormément, les personnages en imposent et il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec le personnage de Gabimaru. Sans oublier d'insister sur le fait que le tout nous est servi avec de somptueux dessins, c'est totalement validé pour ma part. J'attends donc impatiemment le second opus prévu pour le 8 mai prochain. On passe au deuxième manga avec Jagan, et avant de commencer ma review, je tiens à vous rappeler que j'ai déjà réservé un nota break à cette série, le lien de la vidéo sera en description pour les intéressés. Histoire de vous redonner mon avis de façon condensée, j'apprécie grandement Jagan et je trouve qu'il s'agit d'un seinen très prometteur,
Il y a un réel propos derrière cet univers ténébreux et déjanté, et je trouve que l'excès de violence est essentiel puisqu'il vient imager les désirs les plus obscurs de l'être humain. On est servi par des dessins qui se marient à merveille avec l'univers décalé et sombre de l'histoire. On a de l'action, une ambiance étouffante, le tout avec des personnages hauts en couleur évoluant dans un cadre chaotique. Mais s'il y a bien une chose à retenir et qui fait ressortir Jagan du lot, c'est bien son concept qui lui est propre, ou plutôt la façon dont le thème des désirs de l'être humain est abordé. Maintenant faites attention, je vais parler librement du tome 2, donc voilà, attention au spoil. Et bien justement dans mon note à break, je vous disais que j'en attendais beaucoup de ce concept et que j'avais hâte de découvrir les nombreuses possibilités de développement différents, puisque les métamorphoses sont propres à chaque individu, à chaque personnage. Puisque l'on sait que ces derniers reposent sur les désirs de chacun, elles reposent aussi sur leur personnalité. Eh bien, on peut dire que mon flair ne m'a pas trompé puisque j'ai adoré ce tome 2 et la tournure que prend l'histoire. L'auteur a notamment accentué son délire avec les désirs obscurs de chaque être humain qui finissent par prendre le dessus sur eux, entre la mère super protectrice qui se transforme en un kangourou monstrueux, ou le prof qui a tellement l'habitude de prendre sur lui avec toutes les plaintes qu'il reçoit, et qui finit donc par se transformer en une abominable créature carnivore, c'est vachement stylé. En témoigne cette sublime double page, toujours aussi propre, ça fourmille de détails, c'est dynamique et surtout, ça claque. Encore une fois, la violence et le sang sont bien présents pour nous confirmer que la série nous propose un ton cinglant. J'affectionne également beaucoup le développement de Jagasaki, car lui qui vivait jusqu'alors une existence morose, tout à fait banale et sans piment, là c'est tout le contraire, son quotidien est plus que jamais bouleversé, mais le type vit sa meilleure vie, ça me tue. En incarnant une force et un statut spécial qu'il n'avait pas auparavant, il semble s'épanouir dans son nouveau costume de héros. Il m'a d'ailleurs donné l'impression de n'avoir plus aucune mesure, comme s'il n'avait plus les pieds sur terre et qu'il se sentait au-dessus de tout le monde clairement. Il va donc être très intéressant de suivre sa potentielle rivalité avec les autres héros entre guillemets, qui sont dans le même cas que lui. On sait maintenant qu'il n'est plus le seul à combattre les détraqués, en tout cas qu'il n'est pas le seul, et j'ai vraiment hâte de voir apparaître un gros morceau, un gros détraqué, une première véritable menace, car ce manga a vraiment le potentiel de nous faire vibrer avec un arc digne de ce nom. Donc voilà, je vais pas vous faire de dessin, ce tome 2 est dans la continuité des précédents, tout en développant le propos du manga, donc voilà, c'est très intéressant, c'est vraiment un excellent tome. On arrive au dernier manga de cette vidéo avec l'incontournable The Promised Neverland. Encore une fois, si tu n'as pas lu le tome 7, attention au spoil. Pour nous remettre dans le contexte, le tome 6 nous plaçait clairement sous le signe des révélations. Après avoir survécu au danger de la forêt et découvert l'existence des deux territoires, donc les deux mondes, les fugitifs arrivent enfin au point B0632. Les enfants découvrent un refuge souterrain tant recherché, et surtout un homme mystérieux. Donc voilà, c'était le gros cliffhanger du dernier tome. Bon, cela aurait été trop simple qu'il tombe sur William Minerva directement, mais malgré tout, cette rencontre s'annonce particulièrement intéressante. En effet, l'arrivée des enfants semble fortement déplaire à un inconnu, dont on ignore encore le nom. Ce 7ème opus nous narre en grande partie leur rencontre et comme toujours avec ce manga, la tension est plus que jamais au rendez-vous, même s'il y a aussi place à la quiétude et au réconfort pour cette fois. Si on peut penser que les enfants ont fait le plus dur en parvenant à s'évader de la ferme, il n'en est rien puisque désormais, ils doivent survivre dans un monde hostile dont ils ignorent quasiment tout, et même si les enfants prennent soin de suivre le guide de Minerva avec minutie et intelligence, ils ne savent pas pour autant où chaque étape va les mener, ainsi même si leur but est bien de regagner le monde des humains, ils ne sont en aucun cas assurés d'y parvenir sans danger. Pire encore avec ce tome 7, on constate que même s'ils croisent la route d'humains qui sont supposés être dans le même cas qu'eux, cela ne veut pas pour autant dire qu'ils sont dignes de confiance et de potentiels alliés, et je suis déjà fan de l'inconnu. On sait qu'il s'est lui aussi évadé d'une ferme avec ses compagnons qu'il a perdu il y a quelques années de cela. Le type ça l'a profondément marqué et troublé psychologiquement. Lui aussi c'était un éternel rêveur dégageant plein d'ondes positives à l'instar de Emma, mais c'est au final cette part de naïveté qui aura eu raison de ses camarades. Il a tout perdu, ça fait des années qu'il vit désormais seul dans ce refuge, donc forcément on peut comprendre qu'il ne souhaite pas le partager avec une dizaine d'enfants qu'il ne connaît pas. Il va donc être très intéressant de suivre l'évolution de leur relation, car l'inconnu peut potentiellement devenir un allié de poids pour les enfants. En tout cas, il apporte déjà son expérience aux enfants qui apprennent de lui rien qu'en l'observant, et je suis absolument fan du perso, il a de l'épaisseur, du charisme et surtout de belles choses à raconter. Forcément, si le refuge paraît presque idyllique, j'ai envie de dire, le retour à la réalité se révèle très rude et plein de dangers pour Emma et Rei qui se retrouvent nez à nez dans un nid de démons clairement, pour un superbe cliffhanger dont Ayushirai a le secret. Ils sont littéralement en plein territoire hostile et plus que jamais en danger, donc voilà vivement le tome 8 parce que ça promet. D'autant plus que l'on sait que le groupe d'enfants est divisé pour une fois, donc voilà il y a Emma et Rei qui sont partis avec l'inconnu qui veut en plus se débarrasser d'eux, ou au moins un d'eux. Donc voilà, ça promet du lourd pour la suite, et j'ai vraiment hâte de vous parler du tome 8 déjà, donc voilà, ça annonce du lourd. Sur ce, la vidéo est terminée, et j'espère que ces petites reviews condensées vous auront plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les titres concernés dans les commentaires, voilà, c'est toujours enrichissant. Sinon, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour le prochain épisode, il y aura d'ailleurs du One Piece, du Berserk, et une petite nouveauté qui n'est autre que Bushimaru Kao. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram, mais aussi soutenir la chaîne gratuitement sur ma page Utip. Les liens sont comme d'habitude en description. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On se reverra!
tu as